Bonjour, c'est Joël de Game Key. Nous sommes en direct au PJJ de Toulon. Alors, j'ai assisté à une conférence Pourquoi jouer. Je l'ai trouvée très intéressante. C'est pourquoi j'ai invité la conférencière à venir se faire interviewer. Alors, je voudrais d'abord que tu te présentes aux spectateurs. Donc, bonjour, je m'appelle Séverine Nemezin. Je suis psychologue clinicienne et psychopathologiste à Paris 16e. Et ça fait quelques années que je fais ça. Et en parallèle de ça, j'étais donc rédactrice pour un média jeux vidéo qui fait encore du testing, des analyses. Et ça me plaisait beaucoup. Et puis en quittant de là, je me suis dit mais pourquoi pas. Donc avec un confrère psychologue et une consoeur sociologue, donc Jean-Paul Santoro pour le psychologue et Jennifer Gamblin qui est diplômée en sociologie de l'université Paris Diderot. On a décidé de monter Psyché-Click. Et Psyché-Click, donc c'est un jeune média qui a 3 semaines. On s'est lancé le 1er octobre et qui traite des problèmes ou qui offre des réflexions un peu psychosociologiques autour du média jeu vidéo qui est de plus en plus employé, qui a une vraie place dans l'environnement culturel, social, pédagogique, mais aussi vidéoludique. Donc tout ce qui est attrait ou jeux vidéo, la réalité virtuelle, tout ça, c'est des sujets que nous allons aborder. Donc la conférence d'aujourd'hui, c'était un peu à ce sujet-là, de pourquoi joue-t-on, pourquoi c'est important de jouer et pourquoi utiliser le média jeu vidéo aujourd'hui dans tous ces aspects psychosociaux. Mais justement, Ouais. avant peut-être de parler un peu plus sur pourquoi jouer, tu as une approche très intéressante. C'est que avec les enfants qui sont par exemple dyspraxiques, Mhm. finalement tu travailles avec les jeux vidéo. Ouais, je travaille. Alors, Ouais. explique-nous un peu Ouais. cette J'utilise le jeu alchimie vidéo. un peu bizarre. C'est pas une alchimie bizarre, c'est que c'est un outil moderne. C'est un moyen de rentrer en connexion avec les jeunes. C'est les moyens de leur impliquer aussi dans ce qu'on appelle des remédiations cognitives. Faire des exercices par répétition, c'est pas forcément ce qui les branche le plus. Déjà qu'ils font ça à l'école, donc merci si chez le psy on fait ça. Donc on fait vraiment de la remédiation. Donc pour la dyspraxie visio-spatiale, par exemple, c'est des gamins qui ont des problèmes de motricité fine. Et le fait d'utiliser la manette, de devoir se concentrer sur un jeu, donc il y a des jeux qui vont être beaucoup plus adaptés que d'autres par rapport à ça, mais c'est un moyen d'apporter des solutions de travail par rapport à une restructuration au niveau de l'activité cérébrale de ces enfants, et on a des résultats extraordinaires par rapport à ça. D'ailleurs, j'utilise pas que pour les enfants dyspraxiques. Je vais utiliser aussi la VR avec un casque de réalité virtuelle, donc pour tout ce qui est traitement de phobie, la peur du vide, la peur de prendre la voiture, la peur de prendre l'avion. Donc c'est vraiment devenu un objet thérapeutique. Alors, il y a finalement une véritable vertu aux jeux vidéo, mais il faut quand même se méfier de certains jeux, parce que tu nous avais dit dans la conférence que tous les jeux ne se valent pas, Oui, surtout pour les enfants. oui. Alors peut-être tu pourrais nous dire rapidement les jeux qui ne sont pas adaptés aux Oui. enfants, et ceux qui le sont, voilà, pour les parents qui recherchent. Ça va dépendre de l'enfant, ça va dépendre de son âge, ça va dépendre des problématiques qu'on va évoquer, notamment par rapport à l'âge des enfants. Par exemple, tout ce qui est réalité virtuelle, avant 12 ans, on va pas recommander ça du tout. D'accord. Avant 12 ans, la construction psychique de l'enfant, elle n'est pas établie, la porosité des limites entre le dedans et le dehors est il y a quelque chose de très très poreux, donc ça pourrait être même dangereux de provoquer via une réalité virtuelle quelque chose de l'ordre d'hallucinatoire, un petit peu comme on pourrait avoir dans les crises un peu paranoïaques par exemple. Donc la schizophrénie, la paranoïa, tout ça pourrait être des conséquences d'une utilisation trop prolongée et trop précoce de ces outils-là. Donc ça pourrait être dangereux. L'autre chose aussi dont on entend beaucoup parler, c'est l'addiction. Savoir que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé a porté l'addiction aux jeux vidéo dans la nomenclature des maladies mentales. Et dans ces nomenclatures-là, effectivement, l'addiction, c'est quelque chose qui commence à faire un petit peu peur aux parents. Donc on a beaucoup de questions aussi par rapport à ça aujourd'hui. Ok. Ensuite, on pourrait parler peut-être donc pourquoi on joue. Alors tu nous as expliqué que finalement le jeu est très important pour le développement psychique, affectif de l'enfant. Social aussi, oui. Social, effectivement.
Voilà, si tu peux nous dire Pourquoi l'aspect ça? social par exemple, il était intéressant. Le jeu est basé sur une interaction et depuis tout temps, l'homme a joué, l'homme a interagi avec son environnement, avec les autres à travers le jeu. C'est un moyen de socialiser. Il suffit de mettre 3 gamins dans une cour de récré pour que ça y est, ça joue ensemble. Si vous mettez 3 adultes dans une même pièce, c'est pas gagné. Vous voyez cette interaction. Donc c'est important parce que l'enfant va apprendre des interactions par mimétisme ou parce que l'autre va lui enseigner quelque chose. Mais il va apprendre à se structurer, il va apprendre les codes sociaux par exemple, il va apprendre au niveau pédagogique aussi des autres. Par exemple, par rapport aux codes sociaux, le jeu de société, ça porte super bien son nom, c'est ce que j'explique un peu dans ma conférence, parce que le jeu de société, c'est comment être je, donc comment être moi à travers ce que la société me renvoie, avec les règles établies, avec comment je peux me débrouiller avec ces règles-là, avec comment je peux être en lien avec mon système de valeurs. Donc jouer, c'est quelque chose de capital. C'est quelque chose de capital dans la construction de l'individu, qu'il soit petit ou qu'il soit grand. Et nous autres grandes personnes, nous oublions à quel point ça peut être important de jouer. D'accord. Oui. Donc on conseille aux parents de ne pas hésiter à chercher finalement des jeux éducatifs. Il y en a plein actuellement sur le marché. Oui. Par contre, des conseils pour les parents qui s'inquiéteraient de l'aspect addictif des jeux. Oui. Voilà, quels sont les signes qui permettent de voir qu'un enfant commence à devenir addict aux jeux, et quelle doit être la démarche de ses parents? Alors, par rapport à l'addiction aux jeux vidéo, moi je mets toujours un petit peu une réserve parce que les cas réels d'addiction aux jeux vidéo sont très rares, beaucoup plus rares qu'on ne le pense. D'accord. L'enfant va être addict à autre chose, il va être addict au lien social à travers les réseaux sociaux, ou à travers les conversations qu'il va avoir en jouant. Il va être addict plutôt au côté, je ne sais pas trop dire, mais c'est plutôt ça en fait, c'est plutôt le lien social. C'est que le média finalement, le jeu vidéo. Oui, c'est qu'un média, et il faut dédramatiser un petit peu tout ça. Après, c'est vrai que là, on est devant de nouveaux phénomènes face à de nouveaux jeux qui s'adressent vraiment aux plus jeunes. Donc on a certains jeux. Un qui fonctionne extrêmement bien en ce moment, dont tout le monde parle pour ce côté addictif, c'est Fortnite, qui s'adresse à 150 millions, je crois, de joueurs. Fortnite s'adresse à des très très jeunes joueurs, donc le PJ a 12 ans, mais dans les faits, on voit des gamins de 6, 7, 8 ans qui jouent donc à Fortnite. Le problème de Fortnite, c'est que ce jeu-là, clairement, appuie sur le réseau cortical des enfants. Au niveau de tout ce qui est circuit de la récompense. Donc c'est ce qui sous-tend vraiment les problèmes d'addiction. Et le problème d'un gamin qui est addict aujourd'hui, c'est qu'il sera peut-être addict plus tard à autre chose si le circuit est imprimé. Donc la grosse difficulté, elle est là, c'est comment reconnaître une vraie addiction. Donc on va voir apparaître chez ces enfants, à partir du moment où on les prive de jouer aux jeux vidéo, ce qu'on va appeler vraiment des vrais symptômes de sevrage. Donc on va avoir des vrais symptômes de sevrage, on va avoir des enfants qui vont être très nerveux, qui vont mal dormir, on va avoir des enfants qui vont présenter comme ça un peu des réponses un peu impulsives, un peu compulsives par rapport à leur environnement, enfin un petit changement de comportement. Bon, souvent ce qu'alertent les parents, c'est les problèmes de comportement, c'est les problèmes de sommeil, c'est les problèmes en lien avec les compétences scolaires. Après, encore une fois, il faut être prudent par rapport à ce propos. Il ne faut pas être complètement alarmiste non plus. Le jeu vidéo reste quelque chose... C'est bien finalement de rassurer un peu les gens. Oui, parce qu'on a tellement entendu tout et n'importe quoi sur le sujet. Alors ça existe, il faut savoir que oui, on se met en alerte par rapport à certains jeux. Oui, c'est vrai. Il faut être très attentif à l'évolution des enfants, à la manière dont les enfants aussi jouent. Il faut s'intéresser à ce à quoi jouent nos enfants. Il faut s'intéresser aussi à l'intérêt qu'ils y portent et pourquoi ils y portent cet intérêt, mais il faut dédramatiser un petit peu les choses. D'accord. Ben écoute, en tout cas, les parents qui ont des doutes, n'hésitez pas à contacter un pédopsychiatre ou voilà. Et nous, on vous dit merci de nous avoir écoutés. Merci à vous. N'hésitez pas de nous voir sur Game & Key, sur le site. De nous soutenir sur Tipeee, et voilà, et à bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.